L'assassinat de Magloire Paluku expose la domination sécuritaire rwandaise et la marginalisation de Congolais au sein de l'AFC M23. Dans les zones occupées de l'Est du pays, un fait s'impose désormais comme une évidence. La terreur est devenue un mode de gouvernance et un instrument de contrôle interne au sein du M23, particulièrement contre les Congolais enrôlés dans la coalition politique de l'AFC. Les récents événements survenus à Goma en offrent une démonstration implacable. L'assassinat de Magloire Paluku Kavunga, journaliste de renom et conseiller en communication au sein de l'AFC, agit comme un révélateur brutal de la fragilité des cadres congolais au sein de la rébellion. Criblé de balles devant son domicile qu'il partageait avec d'autres cadres du mouvement rebelle dans le quartier Imbi, un secteur pourtant placé sous haute surveillance du M23. Sa mort survient quelques heures seulement après une émission au cours de laquelle il tenait de propos offensifs. Les éléments recueillis sur place laissent penser à une opération menée avec professionnalisme. Des sources concordantes suggèrent que l'arme ayant servi à abattre Magloire Paluku était équipée d'un silencieux, un matériel que l'on retrouve exclusivement au sein des unités d'élite proches de Sultani Makenga dans cette zone. Le mode opératoire et le lieu même de l'assassinat constituent une signature en soi et visent à envoyer un message clair sur l'identité réelle de ceux qui détiennent le pouvoir sans que le commanditaire n'ait besoin de se dévoiler. Cette indication oriente vers une exécution ciblée, impossible à attribuer à des acteurs périphériques. Le communiqué du M23, volontairement flou, n'a fait qu'accentuer les interrogations. Les informations locales pointent vers un assassinat interne, s'inscrivant dans une dynamique de répression déjà perceptible depuis plusieurs mois. Dans ce contexte, l'aile sécuritaire du M23, pilotée directement par le Rwanda, apparaît comme le véritable centre de décision, reléguant les cadres congolais de l'AFC au rang des figurants instrumentalisés. Un système d'humiliation et de domination se révèle ainsi au grand jour. Les cadres congolais, utilisés comme façade pour légitimer le mouvement, vivent sous une pression constante. Bonjour monsieur. Hey, tu vas me rechercher un frère et tout. Plusieurs témoignages font état d'humiliations répétées, de passages à tabac et de placements arbitraires en geôle pendant des jours, voire de semaines, pour des motifs fallacieux. Magloire Paluku avait déjà été arrêté à plusieurs reprises. Corneille Nangaa lui-même avait connu la détention interne avant la prise de Goma. Henri Magie avait été arrêté au mois de février 2025 au sein de l'appareil militaire. Bernard Biamongo et Willy Ngoma ont également été interpellés, comme bien d'autres cadres, dans une série d'arrestations rarement rendues publiques. Ces pratiques démontrent un mode de gestion fondé sur l'intimidation permanente et la peur organisée. Mon frère a été tué innocemment par les malfrats. C'est tellement compliqué pour nous pour le moment. Dans nos quartiers, il y a des crépitements de balles qui se font sans faille. Il y a beaucoup de choses très compliquées qui se passent là et ça nous rend la vie tellement difficile. Je suis parmi les rares activistes qui sommes restés. Nous pouvons nous compter au bout des doigts. Là, je peux vous donner une liste de 10 personnes, 10 activistes seulement qui sommes restés ici dans la ville. Dans la hiérarchie réelle du M23, les Congolais visibles sur les affiches et dans les discours ne représentent que peu de choses. Le colonel autoproclamé Nzenze
L'un des principaux bras sécuritaires du mouvement, ainsi que le vice-gouverneur rebelle Willy Manzi et d'autres figures de l'appareil sécuritaire, disposent d'un pouvoir largement supérieur à celui de Corneille Nangaa et de son entourage politique. L'AFC apparaît dès lors comme une coquille politique sans réelle capacité décisionnelle. Dans les faits, le pouvoir de contrainte et de décision d'Imani Nzenze égale désormais celui de Sultani Makenga, révélant une direction bicéphale dominée par l'appareil sécuritaire où le renseignement, la surveillance et la répression constituent les véritables leviers de commandement. Face à l'absence de toute porte de sortie, plusieurs finissent par adopter la posture du subalterne zélé, espérant obtenir une clémence ou quelques privilèges accordés à la petite clique qui entretient une communication directe avec les responsables rwandais. Cette loyauté contrainte devient leur seul refuge dans un système qui le considère comme des instruments et non comme des acteurs. Les Congolais qui questionnent la ligne imposée, qui réfléchissent trop, qui montrent des signes d'épuisement, deviennent automatiquement suspects. L'élimination de Magloire Paluku illustre cette mécanique. Il connaissait trop, il oscillait entre différentes loyautés, il commençait à comprendre les limites de son rôle. Son influence médiatique le rendait difficile à contrôler. Son sort était scellé, sa mort agit comme un message de terreur adressé à tous les Congolais enrôlés. Dans le M23, l'erreur n'est pas permise et la loyauté imposée est totale, absolue et non négociable. Magloire Paluku, avec son parcours heurté, son talent, ses contradictions, son tempérament, incarne tragiquement le sort de Congolais piégés dans cette rébellion. Sa disparition n'est pas un accident, elle est la conséquence d'un système. Un système où les Congolais servent de vitrine, mais où les décisions se prennent ailleurs. Un système où l'on élimine sans hésitation ceux qui dérangent. Un système où la purge est la règle et non l'exception. Un système de gouvernance par crime. J'étais en train de fuir la guerre, mais en arrivant à Kibaya, j'ai rencontré 3 hommes armés. Ils m'ont dit de coucher avec eux, que sinon ils m'auraient tué.